Dans cette vidéo, je vais revenir sur les premières notions du chapitre 1 de SVT, dans lequel on a traité l'environnement, la notion d'espèce, la classification en groupes emboîtés et enfin la cellule. Pour commencer, on a parlé de l'environnement, on a pris comme exemple le Collège Saint-Jean. À l'intérieur de cet environnement, on a pu établir plusieurs catégories. Première catégorie, les végétaux, puis les champignons, que certains ont vus ou pas dans la cour ou à la grotte, et les animaux. L'ensemble de ces trois catégories peut être regroupé dans une grande catégorie qu'on appelle les êtres vivants. À ces êtres vivants, on oppose les éléments minéraux, l'air, le vent, le soleil, la pluie, etc., la roche aussi, et les constructions humaines. On appelle ça le non-vivant. Alors attention, il ne faut pas dire les êtres non-vivants, parce que si c'est non-vivant, ce n'est pas un être. Dans ce milieu de vie, qui est la cour par exemple ici, il y a des paramètres physico-chimiques comme la température qu'on mesure avec le thermomètre, on a vu, la luminosité avec le luxmètre, l'hygrométrie, etc. Mais aussi des êtres vivants. Tous ces êtres vivants, ils ont des interactions entre eux, mais ils ont aussi des interactions avec leur milieu de vie. Par exemple, vous marchez sur le goudron de la cour, mais aussi avec les paramètres physico-chimiques de l'environnement. Donc toutes les relations entre tout le monde, plus ces êtres vivants, plus ces paramètres physico-chimiques, plus ce milieu de vie, on appelle ça un écosystème. Donc il existe l'écosystème court, par exemple, l'écosystème grotte, dans ce qu'on a pu voir pour le début de l'année. Dans une deuxième partie, on a travaillé sur la notion d'espèce. Ici, par exemple, ces deux oiseaux se ressemblent beaucoup, mais pourtant ils ne sont pas de la même espèce. On a un pigeon à gauche et une tourterelle à droite. Ce n'est pas la même espèce. Dans ces deux photos, les deux êtres vivants ne se ressemblent pas du tout. Et pourtant, ils appartiennent à la même espèce. C'est cette chenille qui, plus tard, va se transformer en papillon. Ils ne sont pas au même stade de développement, mais appartiennent à la même espèce. Donc finalement, c'est pas forcément parce qu'on ne se ressemble pas que l'on n'est pas de la même espèce, mais ce n'est pas non plus, attention, parce que l'on se ressemble beaucoup qu'on appartient à la même espèce. Il y a donc d'autres facteurs. C'est ce que nous avons vu avec cette expérience. Deux animaux de la même espèce, de sexe opposé, peuvent se reproduire et avoir un petit. On peut donc imaginer que pour être de la même espèce, il faut pouvoir se reproduire. Je prends alors deux animaux d'espèces différentes, le lièvre et la lapine, qui se ressemblent, mais qui sont d'espèces différentes. Eux ne peuvent pas se reproduire, donc ça me conforte dans l'idée de dire, en effet, si deux animaux peuvent se reproduire, alors ils sont de la même espèce. S'ils ne peuvent pas se reproduire, ils ne sont pas de la même espèce. Donc on peut tester avec deux animaux d'espèces différentes, comme le lion et le tigre. Si je prends deux sexes opposés, un mâle et une femelle, j'essaie de les faire se reproduire, et là, eux deux peuvent se reproduire alors qu'ils sont d'espèces différentes. Donc ça rajoute un autre paramètre encore à cette notion d'espèce. Il faut alors regarder le petit. Le petit issu de cette reproduction va être stérile. Ça veut dire qu'il ne peut pas se reproduire. Donc, pour être de la même espèce, il faut pouvoir se reproduire, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi que les petits puissent à leur tour se reproduire. Attention, le fait de se ressembler ne compte pas forcément toujours dans la notion d'espèce. On a ensuite déterminé les êtres vivants d'un écosystème à l'aide d'une clé de détermination. Cette clé de détermination n'est pas à apprendre par cœur, vous en trouverez une à la fin de votre livre de SVT, ou celle-là par exemple. On la lit de gauche à droite, et on va prendre un exemple. Si je prends l'animal ici sur la photo, je ne sais pas du tout son nom, peu importe, mais je vais essayer de déterminer le groupe dans les animaux auxquels il appartient. Pour ça, je commence à lire la clé par la gauche, et pour entrer dans cette clé, il faut posséder comme attribut une tête et ou une bouche et ou des yeux. C'est le cas de cette photo, c'est donc un animal. J'ai donc ensuite le choix entre plusieurs chemins. Soit cet animal possède un squelette interne et un crâne, soit il possède des pattes articulées et ce que nous on a appelé une cuticule, la peau durcie, soit il a une coquille, visible ou cachée. Si je revisualise cet animal, il a des pattes et une cuticule. C'est donc un arthropode. Donc attention, il vous faut connaître ces mots. Arthropode, vertébrés, etc. On les a vus en classe. Si je continue ma clé, au niveau des arthropodes, j'ai encore plusieurs possibilités. 4 antennes, 6 pattes et 2 antennes, beaucoup de pattes, 8 pattes. Lui, il avait vraiment beaucoup de pattes. C'est donc un myriapode. Voilà comment on peut obtenir le groupe d'un animal
Attention, je répète, la clé entière n'est pas à apprendre par cœur. Par contre, les groupes que l'on a vus en classe, eux, sont absolument à connaître. Puis on a essayé de classer ces espèces en classification, donc en groupe emboîté, c'est la classification internationale. Attention, il y a une technique particulière que je vous ai déjà détaillée dans une vidéo annexe. Donc là, je vais faire en rapide. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie à la vidéo précédente. Donc on choisit l'attribut qui a le plus au niveau du chiffre, donc le plus d'êtres vivants qui le possèdent, et je vais faire une très grande boîte. Je mets le nom de l'attribut, et comme je connais le nom du groupe, je l'associe. Je prends ensuite l'attribut qui possède le chiffre le plus grand, après le premier, ici c'est squelette osseux, et je fais une boîte. Mais cette boîte, je dois me demander où je vais la mettre. Est-ce que je la mets dehors ou dans la boîte précédente? Pour ça, je regarde des animaux qui ont les os, et je regarde s'ils possèdent l'attribut précédent. C'est ici le cas. Donc je peux emboîter la boîte dans la précédente. Je fais comme ça pour tous les groupes, et j'obtiens du coup la classification suivante. Attention, il ne faut pas oublier à mettre tous les animaux ou les êtres vivants à l'intérieur de la classification. Si l'animal rentre dans un des groupes, très bien, je le mets. Si l'être vivant n'est pas un animal, par exemple ici le chêne vert, il fait quand même partie de l'exercice, donc il faut le mettre en dehors. Voilà pour les groupes emboîtés. Enfin, on s'est demandé, dans notre écosystème, il y a des êtres vivants, les animaux, les végétaux, les champignons, ok, mais quel est l'attribut du coup commun à tous ces êtres vivants? Pour qu'ils appartiennent à la même boîte, entre guillemets, il faut leur trouver un attribut commun. On n'a pas pu le déterminer à l'œil nu, on a donc utilisé le microscope. Donc on a à gauche les photos des cellules de ma bouche, et à droite, la dissection qu'on a pu faire en classe sur l'épiderme d'oignon. Et on voit que dans les deux cas, il y a un noyau, donc sur chaque photo, ici, ici, une membrane plasmique qui délimite le contour de la cellule, et à l'intérieur, un cytoplasme. Donc, l'attribut commun et la cellule. Je vous ai donné dans le chapitre une fiche je retiens par l'image, pour ceux pour qui c'est plus facile avec des schémas. On retrouve le nom vivant, les êtres vivants, la notion d'espèce, la cellule. Si on a une seule cellule, on est unicellulaire. Si on a plusieurs cellules, on est pluricellulaire. Et enfin, les groupes emboîtés. Vous avez aussi la carte mentale du chapitre qui va vous aider à apprendre sous forme de schéma, de façon plus simplifiée, et la fiche d'auto-évaluation pour vérifier si vous savez tout faire avant le contrôle. Bonne révision!